L'écologie, c'est un peu plus vaste que simplement faire pousser des légumes. C'est toute une philosophie, l'agroécologie. Par exemple, là, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est de l'agroécologie. C'est travailler avec le vivant, c'est créer des interactions, recréer du lien social autour de la paysannerie. Tout ça, c'est l'agroécologie. Donc, si on se fait un focus sur vraiment la production en tant que telle, l'agroécologie, ça va être reconcevoir des paysages, ça va être apporter le gîte et le couvert pour tous les êtres vivants qui sont dans le sol. Et en fait, on va pouvoir créer enfin, j'ai envie de dire, une agriculture qui est, on va dire, j'appelle ça l'agriculture de la liberté, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas pieds et mains liés à une centrale agricole qui va venir vous fournir vos engrais, pieds et mains liés à des fournisseurs de matériel agricole pour faire du travail de labour de plus en plus profond. Non, on a bien compris que tous ces mécanismes qu'on nous a fait croire qu'ils étaient important à mettre en œuvre, eh ben, la nature le faisait tout simplement, quoi, d'elle-même, quoi. C'est-à-dire qu'un ver de terre va pouvoir vous labourer votre jardin, va pouvoir créer de la porosité dans les sols, parce que pour faire pousser un légume, il va falloir de l'eau, de la chaleur et de l'humidité. Donc, en ce qui concerne l'air, eh ben, ça va être amené par toutes ces galeries de vers de terre. Tout ce qui est la fertilisation, eh ben, va être amenée par l'activité biologique des sols, donc les excréments de vers de terre, par les champignons qui sont présents dans le sol, par les micro-organismes. Et on se rend compte que la plante, quand elle est dans une zone favorable, où il y a toute cet humus qui est présent, donc cette matière organique qu'on va ramener, voilà, parce que ça c'est la matière organique, j'ai tendance à dire que c'est le fruit de la photosynthèse. Donc nous on ramène des broyats de branches, on va ramener des couvertures végétales, on va remettre de la racine dans le sol, on va ramener des fumiers. Voilà ce que faisait aussi, on appelle ça le bon sens paysan, ce que faisaient nos arrière-grands-parents d'avant-guerre. Sauf qu'aujourd'hui, le bon sens paysan, on peut prendre donc ces informations qui sont prépondérantes, mais aussi croiser ça avec les dernières recherches scientifiques qui font qu'aujourd'hui qu'on se rend compte que la plante est d'une intelligence assez exceptionnelle. C'est que la plante, par exemple, au bout de son système racinaire, elle va émettre des sucres qui vont entretenir des colonies de bactéries, de microbes et tout ça. Et on s'est rendu compte qu'en fait la plante à un moment donné va tuer ces bactéries pour pouvoir les consommer. Donc c'est vraiment assez exceptionnel tout ce qu'on est en train de découvrir. Et c'est des recherches qui n'ont même pas un an. C'est en train de nous arriver. Donc, moi je ne suis pas scientifique, hein, mais quand j'ai ces données-là, j'essaye de mettre en application dans mon système le fait qu'on va pouvoir développer ces interactions. Et une fois que ces interactions sont mises en place, eh bien, on voit bien que le légume pousse, que le légume est savoureux, qu'on remet en place aussi des chaînes trophiques dans nos systèmes, c'est-à-dire que quand vous mettez du carbone dans le sol, il y a de l'alimentation pour des insectes, et puis l'insecte va se faire croquer par un autre et tout ça. Donc, dans mes systèmes, moi je me rends compte que, et on a fait des piégeages, notamment avec l'UIT de Perpignan, et on a sur une parcelle d'un hectare qu'on a vraiment relancé depuis plusieurs années, on a eu des résultats assez exceptionnels, quoi. Avec des témoins de piégeage chez des bio et des conventionnels, qui n'était pas exceptionnel. Par exemple, sur ce dispositif-là, le piégeage a duré pendant une semaine, et sur ce type de piégeage, on ne peut pas attraper tous les insectes bien entendu, mais on avait attrapé 100 insectes de 7 familles différentes. En conventionnel, il y avait eu 0 insecte, et chez le bio, ils ont attrapé un insecte. Donc pour vous dire qu'en fait, l'agroécologie, elle va vraiment au-delà d'une simple consommation de légumes. On est vraiment dans une spirale vertueuse, on va solutionner énormément de problèmes. Et le fait que la plante aussi se développe dans des supports vivants vont faire que la plante va se structurer d'une manière, on va dire, différente. On va être plus sur des sucres complexes, par exemple. Des sucres qui sont beaucoup moins appétants pour, par exemple, des ravageurs comme le puceron. Donc, des plantes moins appétantes, mais beaucoup plus appétante pour nous par contre, niveau goût assez exceptionnel, une digestibilité ultra intéressante, parce qu'on est sur du sucre complexe. Donc en fait, alors la question qui se pose derrière, c'est
au niveau de la souveraineté alimentaire, hein, donc on en parle beaucoup, à savoir donner manger à tout le monde, avoir des cultures qui sont saines propres. Derrière ça aussi s'oppose cette agriculture conventionnelle, classique ou ancienne entre guillemets. Est-ce qu'on en vit bien aussi de l'agriculture issue de l'agroécologie, est-ce qu'on en vit bien, est-ce que les agriculteurs en vivent bien, et puis derrière ça, pour le futur, forcément c'est mieux. Alors là, on va répondre donc à ces deux questions. Donc la souveraineté alimentaire, bien entendu que l'agroécologie, ça répond vraiment à la souveraineté alimentaire, et ça, j'arrête pas de le dire, souvent les gens pensent, parce qu'on va produire localement, qu'on va créer une résilience alimentaire. Pas du tout. La résilience alimentaire, elle va passer, par des sols de qualité, en coupant ces approvisionnements en engrais, en pesticides et compagnie, parce que sinon vous êtes dans une agriculture, vous êtes pieds et mains liés avec l'agro-industrie, qu'on le veuille ou non. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et puis derrière, il y a la semence. La semence qu'il va falloir absolument remettre, j'ai envie de dire, des petites unités fermières créatrices de semences locales. Ça va être hyper important. Et notamment, souvent on nous dit oui, les variétés anciennes, machin, ça, mais pourquoi on abandonne aussi les variétés anciennes? C'est qu'en fait, on a arrêté le travail de sélection sur ces variétés-là, et on se rend compte qu'elles ne sont pas productives. Elles sont souvent attaquées par certaines maladies. Par exemple, si on prend le blé barbu du Roussillon, c'est très intéressant, il est excellent le barbu du Roussillon, mais il est très sensible à un champignon. Et donc on sait très bien que si on développe la sélection variétale du barbu du Roussillon, sans rentrer dans des chimères génétiques, hein, je parle vraiment de sélection comme on fait nos anciennes d'année en année, on prend les meilleurs blés, on les remet en production, on sélectionne sur des critères de qualité, de production, de valeur nutritionnelle et tout ça, eh bien on se rend compte que on va avoir un gain productif. Donc aujourd'hui, il faut penser que l'agroécologie, il faut qu'elle soit rentable économiquement. Si on fait une agroécologie qui juste pour faire la carte postale, c'est pas intéressant. Nous, les agriculteurs, il faut qu'on vive dans notre métier. On a nos crédits à payer, on a une maison à payer, on a les gamins à faire bouffer, enfin comme tout agriculteur. Donc il faut que ça reste vraiment intéressant. Donc en fait, le plan alimentaire territorial, si on le prend sur ces trois bouts, ça peut être vraiment intéressant et on peut arriver à concrétiser quelque chose de local. Mais ça va demander aussi de l'engagement politique et une mise à niveau et de compréhension de nos politiques. Si les politiques ne comprennent pas l'apport d'un sol vivant, ils ne pourront jamais mettre en place ce qu'il faudra pour ramener de la matière organique dans les champs, pour filer des subventions à des associations comme Slow Food qui seraient capables de monter une maison de la semence départementale parce qu'ils ont les ressources au niveau des connaissances, des réseaux, voilà. Une semence locale, ça peut être aussi, on n'est pas obligé de parler par exemple que de l'oignon rouge de Toulouse, alors excellent l'oignon rouge de Toulouse, mais on peut aller chercher complètement des variétés anciennes en Italie par exemple, les adapter localement. L'idée c'est d'avoir un panel de biodiversité alimentaire hyper important parce qu'on a une grosse érosion au niveau de la biodiversité alimentaire ces 80 dernières années qui fait peur, quoi. Je crois qu'on a perdu 70% de nos variétés, quoi. Donc 70% des variétés c'est énorme. Vous prenez une tomate, j'en sais rien, une noire de Crimée, une tomate cœur de bœuf, pour citer deux des plus connus, au niveau apport nutritionnel, ces deux variétés de tomates sont complètement différentes. Et donc nous, l'objectif, c'est d'intégrer un maximum d'apport nutritionnel dans notre alimentation pour entrer dans pour être en santé, voilà. Aujourd'hui, on se rend compte aussi que s'il y a beaucoup de maladies neurodégénératrices, style Alzheimer, Parkinson et compagnie, bien entendu, il y a l'environnement dans lequel on vit qui ne favorise pas les choses, mais on bouffe une alimentation qui est complètement carencée, parce qu'une alimentation issue de sols morts. Donc c'est cette fameuse interaction avec les champignons que je vous expliquais tout à l'heure, et les problèmes aussi de ces chimères génétiques au niveau des semences qui font que derrière vous n'avez pas une alimentation nutritionnelle. Donc en fait ton plan alimentaire territorial, il faut qu'il prenne en compte un panel très très large, et j'ai presque envie de parler du design en permaculture. Pour ceux qui connaissent la permaculture, c'est vraiment une conception de vie. C'est recréer des interactions avec
avec différents acteurs, remettre du bon sens dans tout ça pour qu'en fait on rentre dans de la résilience. Et la résilience, au niveau agricole, on ne pourra pas la mener que si on ne crée pas ces interactions. Si on dit à un agriculteur il faut que tu crées de la résilience, il ne pourra pas. Il nous faut, nous agriculteurs de demain, il nous faut des slow food qui sont capables de monter des super projets, des mercats de la terre, des maisons de la semence. Il nous faut des associations comme Arbres et Paysages qui vont nous aider à mettre de l'agroforesterie, de la haie. Il nous faut des associations comme Sol Vivant Méditerranée qu'on a montées qui vont nous aider à travailler sur la thématique de régénération des sols, comprendre tout ça parce que l'agroécologie, ça demande notamment beaucoup de compréhension du vivant et interagir avec le vivant, c'est pas facile, quoi. La nature, des fois, elle répond d'une certaine manière et donc si on l'analyse pas bien, on va avoir du mal à interagir avec elle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'agriculteurs aussi qui ont du mal à aller vers l'agroécologie parce que c'est pas le côté le plus facile aussi à mettre en place. Par contre, derrière, s'il y avait vraiment une volonté politique, on pourrait vraiment aider l'agriculteur et à partir de là, ça serait beaucoup plus facile, quoi. Si, par exemple, la PAC était orientée plus vers l'agroécologie, bien entendu qu'on aurait plus d'agriculteurs qui tendraient vers l'agroécologie. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu fais ta déclaration PAC et que tu intègres une plantation de haies, par exemple, eh ben, ce qu'on va te donner en retour, ça compense même pas ta plantation de haies, c'est ridicule, quoi. C'est juste de te dire, on vous a saupoudré d'une petite aide pour faire plaisir à quelques demandes agricoles, quoi. Donc voilà. D'accord, merci André. Alors deux questions qui viennent à l'esprit. Alors d'une part, comment répondre finalement à tous les agriculteurs qui sont encore réticents, même si on sent bien que c'est aujourd'hui parler d'agroécologie, d'agriculture raisonnée, bio, ça tend quand même vers le bon sens par rapport à toutes les données qu'on connaît aujourd'hui, qu'on ne connaissait pas avant, et c'est pour ça qu'il y a eu cette évolution. Donc ça c'est la première question, comment les raisonner, comment les faire aller vers ça, et derrière ça bien sûr il y a le lobby, tu parlais de la volonté politique, il y a le lobby politique, c'est-à-dire c'est toute cette pression qui fait qu'en fait les traitements se poursuivent, on le sait, hein, avec les dernières réactions, les dernières du Sénat, et puis derrière ça aussi le report du glyphosate, bon on sait qu'on a l'impression de ne pas y être. Est-ce que toi, ton échelle locale d'Elne, des Pyrénées-Orientales et de Tésa, est-ce que tu sens qu'on te pousse pour aller vers cette agroécologie, ou est-ce que derrière ça, le pouvoir politique freine de plus en plus finalement, il continue de freiner? Alors le pouvoir politique, il va où le vent tourne, c'est toujours pareil, quoi. Donc eux, il faut pas trop se prendre la tête avec eux, c'est-à-dire que si les agriculteurs de demain, on comprend qu'on a quelque chose à gagner, parce que comme je te dis, l'objectif de notre métier c'est de quand même se nourrir, quoi, avant tout. La carte postale c'est dans un second temps. Donc si on arrive à vraiment mettre en place des choses qui sont intéressantes et qui vont dans le bon sens, mais derrière on arrive à tirer un revenu, alors à partir de là, ça va commencer à créer une belle dynamique. Moi personnellement, qu'est-ce que j'en tire de l'agroécologie? C'est que, comme j'ai tendance à dire un peu familièrement, je préfère faire pisser un ver de terre qui va me faire de l'azote 24 heures sur 24 qu'aller chercher de l'azote à la centrale agricole, tu vois. Donc en fait, quand tu as bien compris le système, qui parfois est assez complexe quand même, hein, mais si on arrive à... Je pense que dans le département, on peut mettre en place des petites recettes magiques au niveau agroécologique qui permettraient de lancer des productions. En fait, l'agriculteur standard, qu'est-ce qui se passe chez lui? C'est pas vraiment un spécialiste des sols, quoi. Lui, on lui dit, voilà, la petite recette magique, c'est tu vas passer ta sous-soleuse, tu mets un coup de rotobator, tu mets tant d'unités d'engrais d'azote, tu mets ton film plastique, tu plantes et tu récoltes, quoi, tu vois. Ça peut être... Ouais. Ça peut être... c'est un peu ça, tu vois, ils sont plutôt dans la recette magique. Si demain, en agroécologie, on arrive à former assez de techniciens compétents et qui vont te dire, bon, tu passes ta sous-soleuse, tu sèmes ta couverture végétale, tu mets ton lit de fumier, tu couches, tu plantes, t'as pas de désherbant, tu récoltes, tu vois, avec 2 fois moins d'intrants, 2 fois moins de gasoil et tout ça, le gars il va te dire, ben ouais, ok, j'y vais, quoi, tu vois. En fait,
on se rend compte que les agriculteurs sont pour la plupart surendettés. Et c'est vrai que quand tu es surendetté, tu as la tête dans le guidon et le champ des possibles, il n'est pas vraiment ouvert, quoi, tu vois. Donc ça, c'est pas facile aussi de demander à un agriculteur qui est en difficulté de changer du tout au tout, quoi. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais pas de programmation familiale aussi, quoi. Moi, je suis la première génération d'agriculteurs dans ma famille. Et quand j'ai démarré directement avec l'agroécologie, quoi. Alors, j'en ai chié pendant quelques temps parce que la phase de changement d'activité professionnelle économiquement a été compliquée. Mais aujourd'hui, force est de constater que moi, j'ai des toiles tissées qui sont en place depuis 5 ans et je replante toujours dans le même trou. Donc pas de passage de tracteur, pas d'apport d'engrais, rien du tout. Et ça pousse toujours en quantité. Parce qu'en amont, on a fait un travail hyper intéressant sur les sols et sur l'activité biologique des sols. Donc voilà, c'est pas compliqué. Plus on va être nombreux. Moi je crois pas que ça viendra du politique, la solution. Bien que ça pourrait lever ça pourrait actionner et accélérer, on va dire, la dynamique. Moi, je pense vraiment, c'est de démontrer aux agriculteurs, regardez, ça fonctionne. On a les petites recettes. Moi, je crois énormément au système associatif. Les associations qui sont sérieuses, parce qu'il y a des associations que c'est pas tout le temps hyper sérieux. Mais on a monté quelques associations où il y a des techniciens qui sont en train de se mettre en route, qui sont en train de prendre de l'information et qui sont en train de convaincre. Voilà. Donc il faut que nous, les pionniers de l'agroécologie, on puisse démontrer que ça fonctionne. Moi, quand j'ai démarré sur 1000 m² en 2017. Je fais mes expérimentations, je fais mes conneries sur mes 1000 m². On est passé après sur 1,6 hectare. Et après 1,6 hectare, on est resté pendant quelques années parce qu'on se gagnait bien la vie avec 1,6 hectare. On n'avait pas besoin de voir plus loin. Moi, je me gagnais à l'époque le salaire d'un cadre bancaire, tu vois. Donc, c'était plutôt pas mal. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, bon, on a un côté militant qui revient, un côté un peu politique aussi qui se met en route, quoi. Et on s'est dit, bon, si tu veux convaincre, il faut aller plus loin. Donc du coup, on a basculé l'exploitation et là, on est en train de finir de la structurer. Elle sera finie d'être structurée d'ici un an et demi et elle fera à peu près 40 hectares, quoi. Donc 40 hectares en agroécologie, là, ça va commencer à parler, ça va commencer à faire du bruit, ça sera mécanisé. On a déjà commencé à mécaniser. On travaille avec des produits qu'on fabrique nous-mêmes, par exemple des thés de compost, pour amener des micro-organismes dans le système, pour limiter les maladies, pour améliorer la croissance des plantes, pour améliorer la vitalité des sols. On a créé des lithofères, on va chercher des litières forestières qu'on fait lactofermenter, qu'on va épandre dans nos systèmes et tout ça. Donc voilà, on travaille vraiment avec le côté micro-organisme, subtilité du vivant. Et en faisant ça, petit à petit, on arrivera à convaincre même les plus gros. Voilà. Donc on tient le bon bout, il ne faut pas lâcher maintenant. Alors une question maintenant. Alors du coup, bon, là, on sent bien que la volonté politique n'y est pas encore sur ça. Est-ce que finalement tout partira des citoyens, finalement, de nous tous? Est-ce qu'elle y est aujourd'hui? C'était une première question. Et une autre question, est-ce que derrière ça, il y a aussi la précarité alimentaire, à savoir que beaucoup de gens ne mangent pas leur faim aujourd'hui, ont besoin derrière ça de ressources finalement qui leur coûtent peu. Est-ce que l'agroécologie, l'agriculture raisonnée, bio, est-ce qu'elle répond à ces questions-là aussi? La première question, tu me c'était? Ah oui. Bien entendu que bon, faut rien entendre des politiques, tout va partir du bas. C'est toujours pareil. On se rend compte qu'en fait, c'est quand on a les deux pieds dans la mouise qu'on se soude, qu'on échange et qu'on lance des dynamiques, quoi. Et d'où, pourquoi Sol Vivant Méditerranée est né assez rapidement et on a pu, avec tout type d'agriculteurs de toute taille, Sol Vivant Méditerranée, ça représente à peu près 4000 hectares de terre sur le département. Donc c'est intéressant, il y a des agriculteurs qui ont 500 hectares, d'autres qui en ont 10, d'autres 2, tu vois. Donc il y a une dynamique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la sécheresse. Et en fait, moi je crie depuis longtemps que j'ai utilisé 5 fois moins d'eau en maraîchage que mes collègues. Et jusqu'à présent, on se foutait un peu plus de moi plus qu'autre chose, tu vois.
Et malgré tout, quand la sécheresse est arrivée, il y a eu commencé à avoir les restrictions et qu'il y en a qui commençaient à perdre les cultures et tout ça, et ils ont vu que Trivelu ça fonctionnait chez lui, quoi. Et donc ils sont venus me voir et me disaient, André, du coup on peut venir voir machin et tout. Et là j'ai eu des exploitations de toute taille, des collègues qui ont 100 hectares d'herbes aromatiques, d'autres qui ont des vergers, des céréales. Donc ils ont pu constater que si on relançait l'activité biologique des sols, si on remettait du carbone dans les sols, et bien derrière on avait un sol éponge qui se structurait et qui faisait qu'on avait un système beaucoup plus résilient. Les chiffres sont assez simples, hein. L'humus ça retient 10 fois son poids en eau, tu vois. Donc l'humus, on peut dire que quand je te parle de taux de matière organique dans les sols, pour la faire simple, c'est pas exactement ça, mais c'est la quantité d'humus qu'il y a dans ton sol. Ça se calcule en pourcentage. Sortie de guerre, on avait 4% de taux de matière organique dans les sols en France, ce qui est un très bon niveau, parce qu'on ramenait des fumiers, on ramenait tout ça. On avait à peu près 3 tonnes de vers de terre à l'hectare. Donc c'était quand même des quantités intéressantes de vie biologique et d'humus stocké dans les sols. Et qu'est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui? C'est qu'on est sur un point de matière organique, à 0,8 dans le désert. Moi, quand je suis formé des mecs sur les îles Kerkena en face de Sfax en Tunisie, tu retrouves qu'il n'y a que du palmier qui pousse, des vignes toutes chétives, tu vois, et tout le reste ça crève, quoi, tu vois. Et donc nous on a démontré qu'aujourd'hui, dans mes jardins, on est entre 13 et 18 points de matière organique, donc on en a vraiment beaucoup, on pourrait en mettre beaucoup moins et ça fonctionnerait très bien, mais surtout qu'on a 4 tonnes de vers de terre à l'hectare, quoi. Et donc on a des indicateurs qui ont explosé, parce qu'on a fait le bon travail, parce qu'on est allé dans le bon sens de la nature, et donc à partir de là, bien entendu, on a intéressé. Quand on nous a demandé de passer les restrictions d'eau, moi je suis connecté au réseau sous pression du lac de Villeneuve-de-la-Raho. Donc on nous a mis un peu la pression, psychologiquement c'était pas facile parce qu'on savait qu'il y avait des hélicoptères qui passaient en journée de ça, si c'était pas la journée où il fallait arroser, il y en a qui ont pris des amendes des compagnies. Et puis quand tu veux faire démarrer un petit plantule de salade, que tu sois en agroécologie ou pas, tu vois, il te faut de l'eau tous les jours pendant quelques jours, quoi, tu vois, pour pouvoir créer l'enracinement et tout ça. Et donc nous on a fait le calcul parce que nous on a un compteur du coup et chaque année on paye la consommation d'eau et voilà. Donc nous en 2000, c'était 2022, on était à 10 000 m3 pour 1,3 hectare, sachant que nous on produit 12 mois sur 12. Hein. On n'a pas de temps d'arrêt comme certains confrères qui vont faire par exemple une salade, 4 mois où il n'y a plus rien et après on repart sur une pomme de terre par exemple et puis 4 mois il n'y a plus rien. Nous 12 mois sur 12, production 12 mois sur 12. Et donc on est passé en 2022 de 10 000 m3, on est passé à 6 800 m3 et on a gardé la même production, le même rendement et tout ça. Donc ça c'était intéressant, c'est un peu encore la sécheresse, comme on dit en permaculture, le problème c'est la solution, c'est grâce à la sécheresse qu'on a pu obtenir cette donnée. Et donc on a pu avancer sur le sujet. Donc ça c'était pour le côté résilience, et l'autre côté c'était ce que tu m'as dit. Et la précarité alimentaire, alors nous on y bosse pas mal. Moi je suis élu à la commune d'Elne aussi et je m'occupe de toutes ces questions agricoles et tout ça. Donc je le vis un peu au quotidien en politique. Et alors là c'est super complexe la précarité alimentaire. Parce que moi personnellement par exemple toutes les semaines j'ai des paniers qui partent au secours populaire. Nous à la MAP tu vois, on laisse une cagette et ceux qui veulent donner donnent. Et donc chaque semaine il y a un panier qui part au secours populaire. Et donc on s'est rendu compte, du coup on sent des liens avec un peu tout le monde et tout ça, que ok il y a la question de revenus, mais on s'est rendu compte que les populations les plus vulnérables, c'est ceux qui mangeaient le plus mal et qui ne cuisinaient pas non plus aussi. Donc il y a quand même un gros problème, quoi. Donc là c'est là où il faut reprendre les choses en main. C'est remettre de l'éducation à l'alimentation et au-delà de l'éducation à l'alimentation, c'est de redonner le plaisir de se mettre à table et de manger, quoi. En fait il faut que ça redevienne un plaisir de se mettre à table, quoi. On n'est pas là pour se nourrir juste pour survivre entre guillemets. J'ai envie de dire manger c'est vivre, c'est passer du bon temps, voilà, il faut retrouver cette notion. Si on retrouve cette notion de plaisir, derrière ça va créer de la curiosité, de l'envie. Et donc si tu es curieux, tu vas aller chercher tes bons plans alimentaires, quoi, tu vois. Tu vas comprendre que ton entrée plat dessert, c'est pas obligé qu'il te coûte super cher, tu peux manger super bien avec peu, quoi. Claire par exemple qui est ici une spécialiste de la cueillette sauvage aussi, tu vois. Enfin voilà, le champ des possibles il peut vraiment s'agrandir, quoi, tu vois. Et déjà cuisiner, franchement, tu vas baisser ton coût
alimentaire de je ne sais combien. Mais ça me fait penser un peu ceux qui sont budgétairement dans la mouise, ça me fait penser un peu aux agriculteurs qui sont dans la mouise aussi, quoi, tu vois. Comment tu veux qu'un agriculteur qui est dans la mouise passe en agroécologie et donc se mette à rechercher des trucs, des alternatives et tout ça, pareil qu'une famille qui est budgétairement c'est compliqué, tu vois, comment elle son focus elle est putain il faut que je m'en sorte, je suis en mode survie, quoi, tu vois, donc le champ des possibles il est pas ouvert, quoi, tu vois, donc il faut vraiment redonner du plaisir. Et à partir de là, peut-être que par le plaisir, on va réussir à ouvrir le champ des possibles et faire que demain, tout le monde sera tenté à venir à des mercats de la terre, à se dire, c'est pas grave si on met 1 ou 2 euros du kilo en plus dans notre achat de légumes, parce que derrière, je le valorise tellement bien, je le transforme tellement bien, qu'en fait, je vais faire quand même au final des économies, quoi. Donc, voilà, c'est un sujet complexe, mais je pense